Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais terminer aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps tout à fait de terminer la semaine dernière, la présentation, disons la mise en situation historique des linguistiques cognitives que j'ai commencé depuis le début du semestre. Je reviens rapidement sur le fait que nous avions établi que ce qui distingue les linguistiques cognitives du paradigme disons, du premier cognitivisme computo-représentationnel illustré par le MIT et par la linguistique formelle de type chomskien. La distinction donc entre ces deux courants de la linguistique repose à la fois sur des propriétés communes, il y a quand même un point de vue naturaliste, une perspective naturaliste dans les deux cas, un statut de la représentation qui est un petit peu mis en doute, disons, qui est moins central, moins nécessairement central dans les perspectives cognitives pour des raisons que j'exposerai plus tard et qui tiennent notamment à la dimension interactive, à l'incarnation, à la dimension, dit en anglais, embodied du langage qui est thématisé. Mais surtout, ce qui distingue les deux courants, c'est le renoncement à la perspective fonctionnaliste et à la perspective computationnelle dans les linguistiques cognitives. Alors, ce que l'on peut, une des façons de caractériser les linguistiques cognitives, c'est de les caractériser par leurs concepts fondamentaux, qui sont, dont les principaux sont les suivants. Il y a ce qu'on appelle la conceptualisation. Tous ces concepts, on va les voir au fur et à mesure du cours, d'une manière plus ou moins approfondie. La conceptualisation, la schématicité, le fait qu'il y a des sortes de schémas qui existent du point de vue cognitif, la science, qui renvoie à l'idée que certaines choses sont plus faciles à percevoir, sont plus immédiatement perçues que d'autres cognitivement. La question des prototypes et de la catégorisation, alors ça c'est un point qu'on développera en détail. La question des frames, je le traduis par cadre conceptuel, c'est assez, on ne peut pas traduire, il me semble quand même, frame directement par cadre, c'est assez bizarre en français, donc je dirais cadre conceptuel, mais cette traduction pourrait être discutée. Une notion qui a un lien quand même avec la notion de schématicité, c'est la notion de modèle cognitif idéalisé. La métaphore dont on va voir, après avoir travaillé sur la question de la catégorisation, qu'elle est à envisager comme processus cognitif et pas seulement comme disons, comme construction linguistique, comme dans le cas de la métaphore poétique, etc. Là, on a affaire à un sens différent du mot métaphore, il s'agit de métaphore conceptuelle. Les schémas, image schemas, c'est bon, je ne sais pas tellement comment les traduire, des schémas imagés, qui renvoie également à la notion de schématicité. Les espaces mentaux, nous en avons un tout petit peu parlé. Le blending ou l'intégration conceptuelle également. La notion d'iconicité, qui n'est pas propre aux linguistiques cognitives, mais qui est un concept bien thématisé par les linguistiques cognitives, en fait aussi partie donc, de ces concepts fondamentaux. Et puis la notion d'embodiment ou d'incarnation, c'est-à-dire le fait que les concepts sont enracinés dans notre expérience corporelle. Alors, ce que je voudrais, pour clore cette présentation générale historique, c'est le refaire à partir du site de l'Association internationale de linguistique cognitive. Alors, je vous invite à aller voir vous-même ce site, c'est tout à fait intéressant, et par curiosité, je suis allé voir la rubrique qui explique ce qu'est la linguistique cognitive, et vous allez voir qu'on retrouve l'essentiel de ce que je vous ai exposé jusqu'à présent, et que j'avais préparé d'une certaine façon sans regarder préalablement ce qu'il y avait dans ce site, mais vous allez voir qu'on retrouve vraiment ces notions. Alors c'est intéressant parce que c'est le site aujourd'hui de l'Association internationale de linguistique cognitive. Donc c'est ce qu'on va voir là reflète la manière dont aujourd'hui
la linguistique cognitive se définit elle-même, hein, se caractérise elle-même. Ça n'est pas seulement, si vous voulez, là, jusqu'alors, j'ai fait une série de cours en vous exposant comment je vois les choses. Bon, sachant que ce que je vous ai exposé n'a rien de très personnel, hein, ce que je vous ai exposé là, jusqu'à présent, je pense que n'importe qui aurait présenté les linguistiques cognitives s'y serait pris à peu près de la même manière. Hein. Donc il n'y a rien de très personnel dans ma présentation, mais ce qui est intéressant, c'est que là, on va voir comment la linguistique cognitive aujourd'hui se définit elle-même. Donc, je développe cette rubrique-là, About Cognitive Linguistics, qui, en réalité, vous le voyez, décrit le contexte historique. Donc, c'est exactement ce que j'ai cherché à faire jusqu'à présent. Alors, je ne vais pas lire en détail chaque diapositive, je vous invite à les lire tranquillement chez vous. Je vais simplement, pour chaque diapositive, faire une ou deux remarques correspondant à ce qui est surligné en gras ici. Donc, le premier point qui est souligné dans cet arrière-plan historique, c'est que c'est la démarcation à l'égard, vous voyez, des linguistiques formelles ou de la linguistique cognitive. Donc, cette linguistique se caractérise d'abord négativement, hein, enfin positivement parce qu'elle est intéressée par la relation entre le langage et l'esprit, mais négativement, elle se caractérise par une opposition à une tendance, disons, majoritaire à expliquer les structures linguistiques en faisant appel à des propriétés structurales internes et spécifiques au langage. Hein. Donc, je n'y reviens pas, on a déjà vu que ce qui caractérise les linguistiques cognitives, c'est que les processus mis en œuvre, qui sont analysés et qui sont mis en œuvre dans les discours, dans les langues, sont des processus généraux, des processus cognitifs généraux qui ne sont pas spécifiques au langage. Donc, ça implique que la ligne de recherche qui est suivie cherche à mettre en relation les structures linguistiques avec quelque chose qui n'est pas linguistique. Hein. Things outside language. Alors ici, vous avez la liste de ceux qui sont perçus comme les linguistes les plus importants de ce courant. Alors on les a presque tous vus, sauf deux. Donc Wallace Chafe, Charles Fillmore, dont je ne vous ai pas parlé, mais Lakoff, Langacker, Talmy, je vous en ai déjà parlé. Alors je dis un mot de Chafe et de Fillmore. Donc Wallace Chafe, il est né en 27 et il est surtout, vous voyez c'est toujours Berkeley, etc. Il est surtout connu pour ce film. Alors je vous ai mis un lien, vous pourrez le regarder, The Pear Film, le film des poires. C'est en fait un tout petit film sans parole, qui raconte une petite histoire avec des enfants qui passent, qui prennent des poires, enfin un homme qui a des poires, des enfants qui passent à vélo, etc. Bref. Et l'objectif était de montrer ce film à des locuteurs de langues très différentes et d'étudier à partir d'un contenu conceptuel unique qui est dans ce film, comment les langues structurent différemment, qu'est-ce qu'il y a de commun et de différent dans la façon de raconter cette petite histoire. Donc c'est la première fois qu'on utilisait ce type de méthodologie. Je ne sais pas si aujourd'hui ce petit film est encore utilisé, mais en tout cas cette méthodologie qui consiste à proposer une entrée conceptuelle, une entrée alors sous forme de film, d'image, n'importe quoi, et ensuite d'essayer de faire produire du texte ou des phrases orales, etc., à partir d'un même matériau pour pouvoir comparer les ressemblances et les différences selon les langues ou selon les individus, c'est une méthodologie qui reste encore utilisée. Donc, Wallace Chafe, connu surtout pour The Pear Film. Et puis, Fillmore, alors là, si vous voulez, l'impact de Fillmore dans les linguistiques cognitives contemporaines est beaucoup plus grand que celui de Chafe, parce que, donc vous voyez que c'est encore Berkeley, il est à l'initiative, donc il a commencé à travailler dans une sorte
d'éloignement de la perspective chomskienne sur la grammaire des cas. Donc vous voyez que c'était déjà de la sémantique. De toute façon, tout ce qui est sémantique est non chomskien dans ces époques-là, dans cette époque-là, dans les années 70. Et puis ensuite, il a développé la frame semantics, la sémantique des cadres conceptuels, qui s'est traduit par un projet qui existe toujours, qui est très utilisé, qui s'appelle FrameNet. Donc, ce projet, FrameNet, c'est une ressource lexicale online pour l'anglais et qui est fondée sur ce qu'on appelle ici des cadres sémantiques, des cadres conceptuels, dont je vous parlerai plus tard en détail, hein. Mais voyez que ces cadres conceptuels sont, justifiés par des corpus. Donc on travaille sur les valences de chaque mot, je vais vous donner un petit exemple juste après, pour décrire le sens. Donc c'est une façon de décrire le sens des unités lexicales à partir donc de ce concept de frame. Donc 10 000 unités lexicales, plus de 6 000 qui sont annotées, et puis un certain nombre de frames qui sont organisés dans des relations hiérarchiques avec 135 000 phrases annotées. Alors vous avez ici le lien pour aller consulter FrameNet. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à cela. Donc si vous prenez le mot abandon, hein, en anglais abandonment, vous avez donc sa définition sous forme de frame, c'est-à-dire qu'est-ce qui est conceptuellement sous l'idée d'abandon. Il y a un agent qui leave behind, donc qui laisse tomber, enfin un thème, et donc un exemple ici, Caroline abandoned her car, et cette description sous forme de frame donc suppose des relations conceptuelles qui mettent en jeu, alors d'un point de vue central ici pour le mot abandon, un agent, un thème, mais vous pouvez avoir aussi comme paramètre, si on veut, le degré ou des caractéristiques descriptives. Bon, donc un frame, c'est ça, c'est décrire un des verbales comme abandonment sous forme de concept de base, hein, en s'appuyant sur des corpus. Alors, vous avez l'équivalent en français qui s'appelle Asphalda. Je vous ai indiqué le lien ici. Alors, quand je dis l'équivalent en français, ça peut vous paraître bizarre, tout est en anglais. Mais vous voyez que c'est exactement la même structure, hein. Vous voyez, frame, index, etc. On a la même chose. Alors, si je prends un exemple, l'exemple de la relation commerciale, acheter, vous voyez, c'est dans le domaine des transactions commerciales et c'est l'idée de buy, donc acheter. Donc, ils ont repris la caractérisation de FrameNet. Alors, qu'est-ce que c'est que le frame de acheter? C'est que vous avez un acheteur qui achète un produit contre de l'argent à un vendeur. D'accord? Et ces 4 paramètres sont les paramètres de base du concept d'acheter, enfin du frame de acheter. Alors, ici, donc, vous avez la caractérisation pour l'anglais, mais un peu plus loin, quand on fait défiler, là, vous voyez, ici, il y a un curseur qu'on peut faire défiler. Quand on le met en bas, on a les entrées lexicales du français, donc avec achat, acheter, acquérir, acquisition, etc., qui ont tous la même structure de frame. Et quand vous entrez sur l'entrée lexicale ou sur la notation, vous avez des descriptions intéressantes, etc. Bon. Donc, l'apport de Fillmore à la linguistique contemporaine est très important.
est matérialisé, si vous voulez, par tous ces projets dans des langues différentes. Là, je vous ai montré pour l'anglais et pour le français, mais il en existe pour d'autres langues, du type FrameNet. Alors, je reprends donc la citation. On a vu l'essentiel des grandes figures des linguistiques cognitives. L'idée retenue, c'est que le sens est central aux langues. Alors, évidemment, il faut comprendre versus la syntaxe, puisque dans la linguistique chomskienne, c'était la syntaxe qui était centrale. Ici, c'est le sens ou la signification. Et puis, vous voyez qu'encore une fois, on insiste bien sur le fait qu'il y a une opposition radicale à la linguistique chomskienne. Alors, dans cette présentation, la linguistique cognitive, enfin l'Association internationale de linguistique cognitive, intègre des courants qui sont proches et qu'elle considère comme faisant partie de la même mouvance, si l'on veut. Alors, la linguistique fonctionnelle, alors, c'est là où il faut distinguer deux sens du fonctionnalisme. Là, il y a vraiment une confusion à ne pas faire. Le fonctionnalisme dont j'ai parlé auparavant, pour caractériser le paradigme computo-représentationnel, il se caractérisait par le fait que le plan cognitif qui était visé dans la description était un plan purement fonctionnel, c'est-à-dire des opérations cognitives indépendamment du substrat cortico-cérébral, neurologique, si vous voulez, de ces fonctions. Bon, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas y revenir. Ce fonctionnalisme-là, c'est un fonctionnalisme qui vise à dire on s'intéresse aux fonctions cognitives et pas au substrat, c'est-à-dire pas à la dimension neurologique. Peu importe le substrat, que ce soit des neurones, que ce soit un ordinateur, que ce soit n'importe quoi d'autre, on s'intéresse aux fonctions, indépendamment du substrat. D'accord ? Ici, la notion de fonctionnalisme a un sens complètement différent qui est caractérisé ici. Le centre d'intérêt principal des linguistiques fonctionnelles, c'est d'expliquer en quoi le langage est un système de communication. Donc, le fonctionnalisme dans ce sens-là, c'est l'idée que le langage sert à communiquer, et donc que pour communiquer, comme son être, si vous voulez, a quelque chose à voir avec la communication, eh bien, certaines de ses propriétés sont issues de cette fonction de communication. D'accord ? Donc, c'est vraiment de l'homonymie, là, ce fonctionnalisme au sens du paradigme computo-représentationnel et fonctionnalisme au sens du langage comme système de communication, c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Oui ? Est-ce que c'est la suite de l'école de Prague ? Je ne pense pas. Franchement, disons qu'il y a quelque chose de commun, mais du point de vue américain, si vous voulez, la référence européenne est en général assez peu présente, et les linguistiques fonctionnelles se sont développées aux États-Unis, alors en France aussi avec un Martinet par exemple, mais se sont développées, à mon avis, d'une manière un peu indépendante. Mais il y a une filiation historique, c'est certain. Enfin, une filiation, je veux dire, du point de vue des concepts, mais pas forcément assimilés du point de vue des linguistes américains. Mais ça, je m'engage un peu sur un terrain que je ne connais pas bien. Je ne connais pas tellement l'histoire de la linguistique fonctionnelle américaine. Donc, j'ai peur de dire des bêtises. Mais à mon avis, compte tenu du fait que très souvent les chercheurs américains ne se posent pas tellement de questions historiques, mais plutôt des questions pratiques de comment résoudre des problèmes, ça m'étonnerait qu'ils aient lu les linguistes de Prague, etc., pour développer cette linguistique fonctionnelle. Oui ? Oui, vous pouvez juste répéter la définition du fonctionnalisme ? Du fonctionnalisme dans ce sens-là ? Alors, le fonctionnalisme dans ce sens-là, c'est l'idée que le langage a des propriétés qui proviennent du fait qu'il a une fonction de communication. Certaines des propriétés du langage s'expliquent par son rôle de communication.
En particulier, il y a une propriété, un ensemble de processus très importants qu'on étudiera plus tard, qui porte le nom d'iconicité. On verra que l'iconicité est un grand principe fonctionnel. Bon, donc, l'Association internationale de linguistique cognitive considère que la linguistique fonctionnelle fait partie, au fond, de la linguistique cognitive, que les travaux sur la grammaticalisation, développés notamment par Elisabeth Traugott, sont aussi une certaine façon de faire de la linguistique cognitive. Et puis, globalement, il considère qu'on fait une étude plus juste, une meilleure étude du langage, de meilleure description, quand on se réfère aux contextes cognitifs, expérientiels et sociaux, tous ces contextes allant bien au-delà de la systématicité, de la définition des langues comme système autonome. Alors ensuite, il continue d'intégrer toute la problématique de l'acquisition du langage, du développement du langage, en insistant sur le fait qu'il est important de produire des études empiriques du développement du langage. Et cette dimension empirique vise aussi à s'opposer à la linguistique chomskienne. Un certain nombre de spécifications théoriques dans le domaine sont ensuite introduites, avec donc, on retrouve là les grandes problématiques dont je vous ai parlé tout à l'heure, la problématique de la métaphore, la problématique de l'imagerie, si vous voulez, ou de la schématicité, des espaces mentaux, du blending, et puis vous voyez là apparaître la frame semantics, la sémantique des cadres conceptuels, on en a déjà un petit peu parlé, mais des orientations théoriques comme les grammaires de construction, qui sont aujourd'hui encore très vivantes et qui sont d'une certaine façon un développement de la frame semantics de Fillmore, et puis la grammaire cognitive de Langacker, qui est aussi un cadre théorique spécifique pour décrire les langues. On reparlera bien sûr en détail. Ils continuent leur développement historique à partir des années 80, donc apparaissent des modèles connexionnistes, qui sont des modèles des processus langagiers. Et puis, ils se rattachent aux travaux de Tomasello, que je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce chercheur qui est un des chercheurs au plan international qui a une très grande notoriété, qui est très important pour tout ce qui concerne donc la dimension sociale de la cognition. Et il a beaucoup travaillé, Tomasello, sur une comparaison entre les aptitudes d'espèces animales non humaines et les aptitudes des enfants pour voir ce qui est spécifique à l'espèce, ce qui est spécifique, je veux dire, à l'espèce humaine, et ce qui est partagé comme type de développement cognitif entre les espèces animales humaines et non humaines. Donc c'est un des plus grands chercheurs aujourd'hui dans le monde dans ce domaine des sciences cognitives, Michael Tomasello. Il est au Max Planck Institute, il est américain, mais vous voyez que là, les Allemands ont été très forts. Ils ont Tomasello. C'est très bien. Bon, alors, l'expansion internationale, on en a un petit peu parlé. Vous voyez qu'elle est exposée ici à partir donc du développement des premiers travaux de Lakoff et Langacker. Et puis ensuite, donc, une collection, Topics in Cognitive Linguistics, qui a commencé en 88. L'institutionnalisation, dont j'ai aussi parlé la semaine dernière, de la linguistique cognitive, se traduit, vous voyez, par la première conférence, le premier colloque de linguistique cognitive organisé à Duisbourg. Et ensuite est créée cette association internationale de linguistique cognitive, qui est donc encore active, et c'est
sur son site, donc que je récupère ce texte. Et à Duisbourg, on a, si vous voulez, on a considéré que, rétrospectivement, que c'était la première conférence d'une série dont je vais vous parler tout à l'heure, qui existe encore aujourd'hui. La revue Cognitive Linguistics a été un autre moment important d'institutionnalisation de ce courant théorique. Hein, elle est apparue au milieu des années 80. Et puis ensuite une collection, Cognitive Linguistics Research, qui complète le dispositif, si vous voulez. Vous voyez, vous avez, enfin, c'est comme je vous le disais à un cours précédent, c'est un peu la machine de guerre théorique de la linguistique cognitive. Un colloque régulier, une revue, une collection, maintenant il y en a plusieurs, hein, mais au départ une collection chez un éditeur, et là vous développez des idées, vous démultipliez une certaine conception de la linguistique. Alors, 10 ans après, donc les années 90, c'est la poursuite de l'expansion internationale et de l'institutionnalisation. À partir des années 90, donc on commence à prendre au sérieux que ce champ de spécialisation est, disons, reconnu comme tel. Hein, vous voyez, les pays dans lesquels se développe la recherche et les activités en linguistique cognitive, Corée, Hongrie, Thaïlande, Croatie. Au milieu des années 90, apparaît un chapitre, vous voyez, dans un manuel de pragmatique, il y a une entrée Cognitive Linguistics à l'intérieur d'un manuel de pragmatique. Donc, là aussi, c'est un autre stade de l'institutionnalisation du courant théorique. Dans les manuels, alors il n'y a pas encore de manuel de linguistique cognitive, mais il y a un chapitre dans un manuel de pragmatique. Et ensuite, bien sûr, comme je voulais montrer, je vais peut-être rallumer un peu là, comme je voulais, par contre, voilà. Je vous ai déjà parlé du manuel de Gerhardt dans la collection des handbooks d'Oxford. Il y a maintenant, bien sûr, un handbook de linguistique cognitive. Hein. Mais là, on a commencé par un chapitre à l'intérieur d'un handbook de pragmatique. Les thématiques, bon, on retrouve ce que j'ai déjà dit, je ne vais pas y insister, hein, la catégorisation avec donc les modèles cognitifs, l'imagerie, la métaphore, les principes fonctionnels, iconicité, naturalité, la grammaire cognitive, la grammaire de construction, etc. L'expansion internationale continue dans les années 2000 avec de nouvelles associations nationales. Cette fois-ci, il y a l'association internationale de linguistique cognitive, mais il y a des associations nationales qui se développent. Alors en France, c'est l'AFLICO, Association française de linguistique cognitive. Ils ont un site, vous pouvez regarder si cela vous intéresse. C'est la version, si vous voulez, c'est la déclinaison française de l'Association internationale de linguistique cognitive. Et vous avez des associations du même type en Corée, au Japon, en Suède, etc. Et puis donc d'autres revues se développent, d'autres. Les conférences, les colloques de linguistique cognitive se poursuivent aussi dans le monde entier, hein, et toujours, on en a parlé plusieurs fois, dans la relation avec des disciplines voisines, psychologie, anthropologie, sociologie, sciences cognitives. Donc ce lien entre la linguistique cognitive et un ensemble d'autres disciplines est important. Alors, la dernière conférence de linguistique cognitive a eu lieu, vous voyez, entre le 10 et le 14 juillet en Estonie, à Tartu.
Et donc c'était en juillet dernier, c'est cet été. Vous pouvez, sur le site de l'Association internationale de linguistique cognitive, regarder, si vous voulez savoir ce qui se passe aujourd'hui en linguistique cognitive. Regardez le livre des résumés, Book of Abstract, de l'ensemble des conférences. Mais alors remarquez ce petit détail, le Book of Abstract fait 588 pages quand même. Donc ça vous donne un panorama très grand de ce qui a pu se dire au cours de ces conférences, qui donc réunissent beaucoup de gens, des sessions parallèles, etc. Ce qui est intéressant, c'est que ils ont filmé les conférences plénières, et vous pouvez suivre la conférence qu'a faite Langacker en juillet dernier, à l'occasion de ce dernier colloque de l'Association internationale de linguistique cognitive. Il n'y a pas que Langacker, il y a d'autres, mais Langacker étant l'un des plus célèbres. Alors voici la liste de tous les pays dans lesquels se sont déroulés ces colloques internationaux. Vous voyez donc le premier à Duisbourg, ensuite en Californie, en Belgique, au Nouveau-Mexique, à Amsterdam, donc en Hollande, en Suède, à nouveau aux États-Unis, en Espagne. Alors là, je n'ai pas indiqué, oui, c'est une erreur de ma part, alors je ne sais pas si ce nom est japonais ou coréen peut-être, en Corée. Ici, c'est un cas un peu particulier, la Chine, le Canada, l'Angleterre et l'Estonie. Alors évidemment, il n'y a pas eu la France encore, mais ça viendra peut-être un jour. Mais vous voyez que je vous donne cette liste pour bien vous montrer que ça fait quand même longtemps que ça dure, 89. La France est complètement restée en dehors de ce courant, enfin très largement. Il y a très peu de travaux dans le domaine des linguistiques cognitives en France, sauf un peu chez les anglicistes, chez les linguistes de l'anglais. Mais en tout cas, chez les francisants, ça reste très très peu développé, et le fait que la France n'ait jamais organisé une seule fois depuis 89 un des colloques de l'Association internationale de linguistique cognitive est assez révélateur du fait qu'on est un peu en dehors du coup pour l'instant encore. Alors, quelques conclusions sur donc ce panorama historique. Vous l'aurez compris, les linguistiques cognitives se définissent très très clairement, avec une insistance presque lassante, je dirais, contre la grammaire générative. Je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de le faire, c'est bon, on a compris, c'est autre chose. Encore une fois, j'insiste bien sur le fait qu'à mes yeux, ça n'est pas que la linguistique générative a tort, et que les linguistiques cognitives ont raison. Ce sont deux champs de recherche différents, qui seront peut-être un jour complémentaires, mais qui, pour l'instant, se poursuivent d'une manière complètement séparée, qui s'intéressent à des objets différents, à des problèmes différents, et donc qui ont des façons de modéliser qui sont différentes. Les linguistiques cognitives, ont des outils théoriques qui sont variés. Vous voyez, il n'y a pas, ça aussi je l'ai déjà souligné à plusieurs reprises dans le cours, il n'y a pas un modèle qui éventuellement évolue, comme dans le cas de la linguistique chomskienne. Il y a un certain nombre de concepts qui sont introduits par certains auteurs, qui sont plus ou moins repris, qui ont plus ou moins de succès, et qui, font boule de neige dans le milieu scientifique. Donc, ils ont des outils théoriques variés, mais ce qui en fait l'unité, c'est quand même qu'ils étudient le langage à partir de ce qui est extérieur aux langues. Cognition, certaines structures corporelles, les interactions sociales, etc. Ce qui fait qu'ils s'intéressent d'abord aux différences, enfin aux points communs entre les langues, plutôt qu'aux différences entre les langues. Ils ont un point de vue plutôt universaliste, mais sans pour autant
négliger les implications cognitives de certaines différences linguistiques. Autrement dit, il s'intéresse à la fois aux points communs entre les langues et aux différences entre les langues. Je le précise parce qu'on caricature parfois les linguistiques cognitives en disant qu'ils s'intéressent qu'aux universaux. Ça n'est pas le cas. Donc, cette unité, ce qui fait l'unité de ces linguistiques cognitives, c'est-à-dire l'étude du langage à partir de son extériorité, a pour conséquence immédiate que cette linguistique entretient des rapports avec d'autres disciplines, notamment psychologie, cognitive, développementale, sociologie, ethnologie, etc. On a vu que les linguistiques cognitives, c'est devenu dans le monde un courant extrêmement développé, bien représenté, avec de nombreux auteurs connus. Et puis, il y a un certain nombre de thématiques privilégiées qui reviennent tout le temps. La question de la catégorisation, la question donc de l'iconicité de la naturalité, la grammaire cognitive, la grammaire de construction, et puis les dimensions expérientielles et pragmatiques des usages langagiers, la relation entre pensée et langage, avec une thématisation de la question du relativisme et des universaux conceptuels. Alors, maintenant, je situe ce qu'on vient de dire dans le plan qui sera, grosso modo, je le modifierai peut-être un petit peu, mais qui est le plan que je prévois pour l'ensemble du semestre, de l'année sur ce cours. Donc, on a vu le contexte historique. Maintenant, je vais commencer à vous présenter un certain nombre de concepts spécifiques aux linguistiques cognitives. Et puis, ensuite, on verra certains cadres théoriques comme la sémantique des frames, les grammaires de construction, la grammaire cognitive, sachant que ces deux premiers cadres théoriques sont très liés, et puis la grammaire cognitive au sens de Langacker qu'on étudiera au deuxième semestre. Je commence donc par la question de la catégorisation, qu'on va juste avoir le temps d'effleurer aujourd'hui, parce que je vois qu'il est déjà moins 10. Oui, d'ailleurs, je me demande si ça vaut le coup de commencer. On commencera à travailler sur la catégorisation la semaine prochaine. Je préfère garder les 5 dernières minutes du cours, peut-être pour répondre à des questions, si vous en avez, sur toute cette perspective historique. Je n'y reviendrai pas. Je vous invite donc à lire complètement cette présentation historique que fait d'elle-même l'Association internationale de linguistique cognitive, et puis à vous promener un petit peu sur ce site, à regarder éventuellement quelques-unes des conférences plénières qui ont été tenues l'été dernier, donc notamment celle de Langacker. Mais Langacker, on va le travailler plus tard. Vous pouvez réserver ça pour plus tard, mais si vous voulez vous faire une petite idée de ce dont on parle aujourd'hui dans les linguistiques cognitives, le recours à ce site est évidemment extrêmement précieux. Pas de questions? Oui? J'avais un petit peu de mal à situer tous ces courants. Oui. Notamment, tout ce qui concerne, il me semble que ça relève de la linguistique cognitive, tout le courant qui a été un petit peu développé par Paul Grice, par exemple. Ah, alors, vous voulez dire la pragmatique, je veux dire, là, en l'occurrence, on a affaire, alors, je pense que c'est un peu différent. Non, Grice, je ne le mettrai pas comme ça spontanément dans ces linguistiques cognitives, mais au fond, si, je vous dis une bêtise. Parce que le développement, si vous voulez, des travaux de Grice, notamment sur les maximes conversationnelles et sur ce genre de questions, le développement de ces travaux s'est effectué sous la rubrique de la théorie de la pertinence, notamment par Sperber et Wilson, Relevance Theory, et il est certain que la théorie de la pertinence est une théorie cognitive. Mais là où il y a
peut-être un problème, une différence, mais c'est que dans le cadre de la théorie de la pertinence, je suis un peu gêné pour l'intégrer, la théorie de la pertinence, dans le cadre des linguistiques cognitives. Je ne crois pas que les promoteurs de la théorie de la pertinence se vivent comme faisant partie, si vous voulez, des courants de la linguistique cognitive. Ce courant s'est développé indépendamment. Et puis, surtout, la théorie de la pertinence vise a pour conséquence, si vous voulez, de faire en sorte que la description de la linguistique, ce qui est contenu dans les unités linguistiques, est très très secondaire par rapport à ce qui se produit dans les interactions et sur un plan, disons, cognitif plus général, non linguistique. Et au fond, un certain nombre de promoteurs de la théorie de la pertinence, par exemple, seraient presque plus proches d'un Chomsky et du modularisme. Sperber, pour Sperber, c'est clair, il défend un modularisme intégral. Donc, en ce sens, on ne peut pas dire du tout qu'il soit intégrable aux linguistiques cognitives, il s'en démarquerait plutôt. Donc, pour ma part, sous réserve d'un examen un peu plus approfondi de cette question, mais intuitivement, comme ça, je dirais que le courant Grice, qui se traduit ensuite par Sperber, etc., ce sont bien des sciences cognitives, mais pas de la linguistique cognitive, ne serait-ce que parce que, d'une part, les données langagières sont pour eux secondaires, et d'autre part, tout au moins dans la version Sperber, il y a une acceptation de la modularité qui est vraiment exclue par les linguistiques cognitives, qui elles sont globalisantes. Voilà, pour répondre à cette question. Bien, merci donc de votre attention et à la semaine prochaine.